France Maghreb 2. Au programme pour ce grand forum, ce dernier de la semaine en ce vendredi 27 septembre, à la une, la politique étrangère menée par le président Chirac, notamment son refus d'engager la France dans la guerre en Irak en 2003 a participé à sa popularité, malgré les différentes affaires qui ont entaché sa carrière. Quelle image garderez-vous du président Chirac? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. On en parle dans un instant avec Tarek Mami, avec Farid Tamsamani et Audrey Pronosti qui seront avec nous. Invité exceptionnel tout à l'heure dans le grand forum, la sénatrice Europe Écologie Les Verts, la sénatrice de Paris, Esther Benbassa. Beaucoup de choses à dire avec elle. Elle sera notre invitée dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Sans oublier un petit quiz, histoire de bien finir la semaine avant 18h sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, Christophe Fraud, 16h-18h, sur France Maghreb 2. Le coup de cœur, c'est une idée de sortie en ce vendredi soir. Et pour en parler, j'accueille Inda Djiridi, qui n'est pas une personne méconnue des auditrices auditeurs de France Maghreb 2. Bonjour Inda. Bonjour Christophe, bonjour à tous, comment ça va? Très très bien ma chère Inda, alors d'autant plus que ce soir il va se passer quelque chose de particulier dans le 19e arrondissement à Paris, avec une soirée organisée par l'association Moon and Star et toi-même d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui va s'y passer ce soir à partir de 20h? Alors exactement, on a la chance d'avoir un réalisateur tunisien inconnu qui vient spécialement de Tunis pour la projection justement en avant-première de son film sur Paris qui s'appelle Au nom de Dieu, qui est un film documentaire où il est parti à la rencontre de différentes cultures. Il est parti voir des imams, des rabbins, des bouddhistes, des prêtres pour justement mettre en avant cette richesse, cette diversité et surtout le message de El Salem, la paix, l'amour et la tolérance. Absolument. Alors, il y a au cours de cette soirée donc un repas, plus la projection du film et un peu de musique aussi. Exactement, on va finir après, donc repas, projection du film, débat, et ensuite on va finir, on a la chance aussi d'avoir une chanteuse, mais là tunisienne, là c'est surprise, qui va aussi nous faire en avant-première son clip, qui est pour les enfants. Donc c'est aussi une chanteuse qui se bat aussi pour l'éducation, pour aider les enfants qui sont les orphelins. Donc c'est vrai que aujourd'hui ça va être riche en émotions pour ceux qui aiment les émotions fortes. Voilà, parler de cœur, parler d'amour, parler de tolérance, parler de l'humanité. C'est le message de paix qu'on essaye de faire et on va mettre un peu d'ambiance avec du mezzo un peu cette ambiance tunisienne qu'on aime et puis faire partager cette culture tunisienne aux autres qui ne connaissent pas. Et toute cette émotion forte dont tu raffoles ma chère. Tu me connais très bien, moi tout ce qui est paix, tout ce qui est humanité, tout ce qui est tolérance, j'aime ça, j'aime transmettre le message qui n'est autre qu'un message d'amour unique afin justement d'éveiller les consciences et on espère humblement que ça pourra toucher les cœurs et alors si ça on se peut toucher les cœurs, oui. Ça se passe dans le 19e arrondissement de Paris, l'adresse, le lieu pour venir alors, et tout le monde peut venir hein. Alors oui, bien sûr, donc c'est au café culturel, 3 rue Henri Ribière. Donc c'est dans un restaurant qui fait couscous ou paella, voilà. Donc et oui, c'est à 20h. Et le métro le plus proche? C'est Place des Fêtes. Place des Fêtes, très bien. Donc ça se passe dans plein cœur du 19e arrondissement de Paris ce soir au café culturel, au restaurant culturel, métro Place des Fêtes à partir de 20h. Donc projection du film Au nom de Dieu, en présence du réalisateur, le repas et une soirée musicale par la suite, de tout pour 22 €. Et pour venir en aide donc aux orphelins au travers de l'association Moon and Star ce soir à 20h dans le 19e arrondissement de Paris pour aller à quelques minutes de chez soi, aller vivre l'ambiance tunisienne. Pas besoin de prendre l'avion, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus pratique et ça peut rendre service en plus. Exactement, et puis ça vous fera que du bien. De toute façon, échanger, partager, transmettre, voilà le message on espère notre nouvelle humanité. Et je rappelle, mon petit doigt me dit que l'animatrice de la soirée ne serait autre que Inda Djiridi, c'est vrai? C'est vrai, exactement. Bon, eh bien, oui. Mets ta plus belle robe, Inda, on compte sur toi pour ambiancer tout cela ce soir, à partir de 20h, donc c'est dans le 19e. Rappelle-nous l'adresse. Alors c'est 3 rue Henri Ribière, donc métro Place des Fêtes, c'est le restaurant Café Culturel. Café Culturel ce soir. Bonne soirée Inda.
Merci beaucoup. Ciao, ciao tout le monde. À très bientôt, merci. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct, c'est vendredi et ça sent comme un petit parfum de week-end qui se profile à l'horizon. Alors un week-end qui promet de pas être tout à fait comme les autres parce qu'on est en automne, ça ne vous aura pas échappé depuis lundi 23 septembre. Et donc la grisaille, la pluie et tout ce qui va avec, forcément les feuilles, le vent, tout ça nous fait quand même bien dire qu'on est en automne. Tarek Mami, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Audrey Pronosti, bonjour. Pronto. Pronto, on dit pas pronto, Ouais, c'est juste quand que tu je veux, d'abord. décroches. Ouais. On dit pronti. Non, on dit comment bonjour en italien, vas-y. On dit Buongiorno. buongiorno. Alors, Buongiorno. buongiorno a tutti. Voilà, Voilà. à tutti. Voilà, tout le monde. En fait, vous parlez comme les Tunisiens, vous chantez en même temps. Non, c'est Ah bah, le Tunisien il qui faut- parle comme les Italiens. Ouais, voilà. Mais de toute façon, C'est vrai que vous êtes très liés finalement Italie, Tunisie. Bah, moi, Bah oui. on partage les spaghettis, la Voilà, pizza, la pizza. mais pas que. et le pain principal tunisien Et on- s'appelle le pain italien. Et puis surtout, on a une histoire commune, donc voilà, Ah oui. c'est pour ça que quoi qu'il arrive. Bon, après, les Tunisiens, ils cherchent à nous imiter. Hein. Oui, c'est vrai. Ils cherchent à nous imiter, ils y arrivent pas. Hein. Alors, vous voulez que je vous dise la vérité? Ça, c'est bon, ça. Si vous regardez bien l'histoire et pas la carte, Oui, qu'est-ce qu'il y a eu entre les Italiens de l'époque oui. et les Tunisiens de l'époque? Bah, j'attends d'avoir votre réponse parce qu'avec vous, on sait toujours, on sait jamais. Donc, Uniquement 3 guerres puniques. oui, bien sûr. Oui, Mais- entre Carthage et Rome. Ah oui, moi je me concentre plutôt sur le brassage. Ah oui, non mais... Sur le brassage Oui, ça a commencé ethnique. avec ça. Voilà, sur le brassage ethnique, sur le brassage culturel, et de là il y a une importation de la cuisine et Dans le 200, et il n'y a c'est pas de pour ça couscous que au je Maroc. réitère ce que je Il dis. n'y a pas de couscous en Italie. Hein. En Italie, il n'y en Ah, a pas. Voilà. Non mais heureusement, on s'aventure pas. les races qui se croient supérieures, les blancs, ne vont pas prendre... Non mais nous on a la notion du ridicule. Ah. Donc on n'ose pas s'aventurer dans des choses qu'on ne sait pas faire. Voilà. Très bien. Bon, après cet instant Par contre, ils ont culinaire. eu Berlusconi et apparemment les Tunisiens sont en train d'avoir Karoui. Ah bah voilà. Ah, Et je c'est le Berlusconi tunisien. Enfin, c'est ce qu'on dit en tout cas, les experts. Ce qu'il aime pas, oui. On va parler de quelqu'un qui a tous laissé quelque part une empreinte dans chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, chose assez remarquable, c'est que on a pu en constater qu'il avait aussi laissé une empreinte à ceux qui sont jeunes aujourd'hui. Vous savez, ceux qui sont nés aux alentours des années 95, pile poil au moment où il est arrivé accéder à la présidentielle, après avoir essayé quand La même pendant première. nombreuses fois. Hein, il y a essayé depuis les années 70. Il a réussi en 95 et ça n'a pas été facile parce que à l'automne 2094, pardon, il était quasiment seul et carrément plié dans les sondages. Il a fait une remontée spectaculaire. Il a mangé des pommes. Il a mangé des pommes, effectivement. Moi, je voulais juste avant qu'on parle de lui, je vais vous faire réécouter Notre chichi national. notre Chirac. chichi national. Non, je voulais juste vous faire écouter l'hommage qui lui a été rendu par un de ses meilleurs amis. Il disait de lui d'ailleurs, c'est le meilleur d'entre nous, Monsieur Juppé, au bord des larmes hier soir sur France 2. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, juste peut-être un mot sur ce que vient de dire Emmanuel Macron. Il a beaucoup parlé d'amour. Il a dit nous l'aimions comme il nous aimait. Il s'agit d'une relation extrêmement affective tous les Français avec Jacques Chirac. Je voudrais d'abord vous dire que ce soir j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Jacques Chirac était, je ne sais pas trouver les mots, plus qu'un ami, pas tout à fait un père, mais un homme politique avec lequel j'ai entretenu pendant 40 ans une relation de confiance, de compréhension, de fidélité réciproque qui, je crois, est assez unique dans la vie politique. Alors j'ai bien écouté ce qu'a dit le président Macron. C'est un très bel hommage. Je crois qu'il a su trouver les mots et qu'il a mis en lumière toutes les facettes de cet homme complexe, finalement, et qui a si profondément marqué l'histoire de France. Et un peu plus que l'histoire de France. L'histoire de l'Europe, sans doute l'histoire du monde. Il suffit de voir les hommages qui viennent aujourd'hui de toutes les parties de la planète. Alain Juppé hier soir sur France 2, vous l'avez compris, très très ému. Et effectivement, ils ont partagé beaucoup de choses ensemble. Et on peut même dire, sans aller trop loin, Tarek, que Alain Juppé a quand même bien mangé pour Jacques Chirac, justement. Voilà, moi ce que je voulais Voilà. dire, c'est que Juppé a été loyal. Ah ben, plus que loyal. Voilà. Quand on voit ce que Sarkozy et d'autres ont fait, Fillon l'a reconnu lui-même avant-hier, ce gain, même si c'est pas dans l'ordre de la traîtrise, mais dans l'ordre de la confrontation des idées,
Moi, j'ai rencontré par hasard Juppé au Canada quand il s'est exilé après sa condamnation, et je peux vous dire que cette rencontre furtive m'a marqué, parce que vous avez un homme qui fait 2 mètres, qui marche sur un trottoir, qui marche éveillé. Je l'ai vu de loin et je voyais qu'il avait des yeux éveillés. Et quand il arrivait, de temps en temps, il y a quelqu'un qui lui disait un mot. Et dès que quelqu'un lui dit un mot, il se déporte et il change de trottoir. Et moi, je me suis mis juste en face. Et quand je suis arrivé, j'ai dit bonjour, monsieur Juppé. Alors que je lui avais fait quelques interviews auparavant, il m'a regardé. Je suppose qu'il m'a reconnu, peut-être pas le nom, mais le visage, je le connais, c'est un journaliste. Il me dit bonjour d'un temps, machin, et il change de trottoir. Et on dirait qu'il a passé une période dans laquelle il sait qu'il va payer pour Chirac, qu'il a mangé pour Chirac, mais qu'il s'est mis dans une espèce de bulle, peut-être pour ne pas craquer et pour ne pas dire tout ça c'est la faute à Chirac. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Audrey Pronosti, Jacques Chirac, les années Jacques Chirac? Alors, Jacques Chirac représente beaucoup de choses sur le plan privé et puis aussi sur le plan public. Mais moi, j'étais une adolescente quand il a été élu pour son premier mandat contre Lionel Jospin. J'avais 15 ans. Surtout contre Édouard Balladur. Hein. Ouais, mais 95. Oui, 95, mais c'est surtout que il s'est beaucoup investi sur une chose qui m'a marqué. En fait, si je dois retenir qu'une seule chose, sincèrement, c'est par rapport à la question qu'on a justement soulevée pour aujourd'hui, par rapport à l'émission d'aujourd'hui, c'est le fait de dire non dans l'engagement de la France. La guerre en Irak. En Irak, exactement. Moi, ça m'a vraiment marqué. J'avais 23 ans. Moi, j'ai une anecdote particulière. Oui. À la sortie d'un meeting, j'étais jeune apprenti reporter, journaliste. Je me suis lancé, je me trouve en face de lui. Il a, comme je le dis souvent, 3-4 têtes de plus que moi. Mm-hmm. Et donc, j'avais à l'époque une petite cassette, un petit micro. Et je dis, Monsieur Chirac, je peux vous poser une question pour Radio France Maghreb, pour France Maghreb à l'époque? Il me dit, oui, venez. Je m'approche. Alors, et vous avez une image ridicule dans mon souvenir à moi. J'étais en face de Chirac, la petite cassette à la main, le micro tendu au plus haut de ma main pour atteindre sa bouche. Je descends le micro, je pose la première question. Je remonte le micro, il répond. Et puis, il voit que le micro était en train de descendre parce que j'étais fatigué. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me tire à côté de lui et il prend le micro dans sa bouche. Il se courbe pour se mettre à ma hauteur à moi, à 1m76, à 1m78. Et il me met le micro devant la bouche pour que je pose mes questions. Oui. Et il remonte le micro devant sa bouche pour qu'il réponde. Et je peux vous dire qu'en sortant de cette interview, qu'on a diffusée d'ailleurs à l'époque, je me suis dit, ça c'est un monsieur. Parce que combien j'ai eu interviewé avant, pendant et après des hommes politiques, que dès qu'il y a un petit truc qui grince, cela joue la star et vous ignore, quoi. Alors qu'avec lui, vous imaginez un futur président de la République avec un micro dans la main, qui vous descend le micro et qui le remonte. Non, mais ça, même de toute façon, il était, voilà. Et il était impressionnant. Au-delà de de tout ce qu'on a retenu de la Palestine, pour moi, politiquement, c'est la Palestine et le Veldiv. C'est-à-dire 95. C'est-à-dire la déclaration de la reconnaissance, de la reconnaissance de la responsabilité de la République française et non pas de l'État français pour Pétain. Et quand vous mettez ces deux choses, la Palestine et la déclaration sur le Veldiv, vous dites que cet homme est un homme juste. Il n'est pas l'homme d'une cause des uns contre les autres. Il est l'homme de la cause du moment qu'il faut trancher. Alors il y a quand même quelques bémols, quand même à porter. Oui, bien sûr. Ah, oui. Oui. Bien sûr. Notamment en 2004, la loi du voile à l'école, c'est lui. Les émeutes dans les banlieues suite à l'affaire Ziad Ebouna, c'est avec lui. la manipulation de son ministre de l'Intérieur. Oui, mais d'accord. Monsieur Sarkozy. Oui. Ouais, voilà, c'est lui qui a. Et d'ailleurs, la loi du voile à l'école, c'est lui qui a vraiment tenu en personne à ce qu'elle soit unanime, qu'elle soit unanimement votée à l'Assemblée nationale. Et en même temps, c'est lui qui a fait une pirouette juridique pour que la loi qui a été votée par l'Assemblée nationale sur le bienfait de la colonisation ne soit jamais publiée. Et ça, les gens l'ont oublié ou ne le retiennent pas. Une loi qui dit la colonisation française en Afrique, c'était une chose superbe.
il y a une controverse et lui, il ne la signe pas, il la retire. Donc c'est l'une des rares, ou peut-être la seule loi, cher Christophe, cher Audrey, votée par l'Assemblée, jamais publiée. Alors, quelle image garderez-vous du président Jacques Chirac? La question vous a été posée, vous pouvez continuer d'y répondre sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Et alors là, c'est unanime, Tarek, Audrey, c'est 95% d'auditeurs qui ont voté ou participé, gardent une bonne image du président Chirac, certainement, peut-être, grâce à cet épisode en 1996, c'était en octobre 96, en Palestine occupée. J'ai encore comme problème, je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go, and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Provocation, voilà, grosse scène en tout cas. Il avait menacé de partir tout simplement, parce que effectivement il était suivi de très près par les soldats de l'armée israélienne. Et il y a une autre image d'ailleurs assez marquante dans ce voyage, c'est lorsqu'il rentre dans l'église ou qu'il tente de rentrer. À l'intérieur se trouvent des soldats armés et il refuse de rentrer dans cette église tant que les soldats n'ont pas quitté cette église. Et les soldats sont partis, ont quitté cette église. Et il a dit au prêtre, je ne rentrerai pas dans une église avec des hommes armés. Ce qui est effectivement logique, à mon sens. Donc 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu votre sentiment. N'ayez pas peur, en faites-le tranquillement. 01 40 33 9000. Quelle image garderez-vous du président Jacques Chirac? Moi j'ai l'impression, Tarek, Audrey, que après Jacques Chirac, la présidence, enfin le rôle du président en France a été désacralisé. Et j'ai l'impression surtout qu'on a perdu en Jacques Chirac, qu'on soit ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, mais on a perdu quand même cet homme avec tout ce qu'il représentait. Et le rôle du président de la République avait quand même une autre signification, une autre hauteur que ce qu'on a pu voir puis Sarkozy, Hollande et même un peu Macron. Alors vous savez, aujourd'hui au Maghreb, ils ont inventé une nouvelle expression pour les présidents qui restent à vie, qui veulent pas partir. Ils appellent ça le fauteuil Tefal. Alors le fauteuil Tefal, c'est que vous asseyez sur le siège, vous pouvez plus décoller. Alors Chirac a fait la modification de la Constitution avec Jospin. Exactement. Pour passer de 5 ans à 7 ans. Et il aurait pu la faire voter pour qu'elle s'applique au président qui lui suit. Donc il aurait pu faire par égaux 2 fois 7 ans comme Mitterrand et après le prochain. Ben non, il l'a appliqué à lui-même en disant que cette loi s'appliquera dès la prochaine présidence. Et c'est comme ça que vous avez en France un président qui a fait 2 septennats, Mitterrand 2 fois, le seul. Vous avez un président qui a fait 1 septennat et 1 quinquennat, c'est Chirac tout seul. Et depuis c'est tourné manège. Vous arrivez le premier jour, 5 ans après, vous dégagez. C'est ça. Jusqu'à ce qu'on verra ce que donnera les prochaines élections avec le président Macron. En 2022. Ouais. Le docteur est avec nous. Ah, le docteur, je suis sûr qu'il a des choses à nous dire sur Jacques Chirac. Bonsoir, docteur. Bonjour, mes amis, monsieur Tarek Mami, monsieur Christophe et les autres. Audrey, docteur, quand même, un peu de galanterie. Audrey, là, je deviens pour un gynécologue. Ça s'écrit pas avec pour un gynécologue en plus, alors bravo. En plus, c'est la honte pour moi. Voilà, donc je profite déjà il a très bien donné les anecdotes, monsieur Tarek Mami, à propos de son interview avec Chichi. Oui, là, c'est le dernier social des gaullistes qu'on est en train de perdre. Le monde arabe doit le pleurer. Lui, il a reçu monsieur Saddam Hussein en 76. Il était premier ministre à l'époque de Giscard. Il a interdit la guerre en Irak. On sait après tout ce qu'il a dit, ce qui est advenu. Donc tout le monde... Et il a reçu le père du président syrien actuel, le père de Hafez al-Assad, et il a reçu surtout Yasser Arafat qui est appelé le docteur Chirac, et il dit quand ça se complique au Moyen-Orient, quand j'ai mal à la tête, je vais voir le docteur Chirac et il nous trouvera une solution. Tout à fait. Et c'est lui, à travers Claude Safi, qui ont conseillé à Bachar de prendre le pouvoir. Ça, quand son père était en train d'agoniser, il voulait pas que Rifat appuyé par les Saoudiens de mettre la main sur la Syrie. Ouais. Et là, pour monsieur Christophe, effectivement, quand il a dit, il voulait que je rentre chez moi, il s'est énervé devant les soldats en Israël. Au fait,
Et l'église qui l'empêchait de rentrer, c'était Monseigneur Sabah. Exact. Ça, depuis les guerres des croisés, c'est l'église qui jusqu'à maintenant Et sous l'autorité de la France. Nommée par l'église de France. Oui, c'est l'autorité française. C'est le symbole. Ouais. Et il est sorti, c'est là, il a dit, je vais quand même, il va pas m'assassiner, c'est moi que, il est sorti, il est rentré quand même à l'église à l'époque, Oui. avec Monseigneur Sabah, qui est sorti pour lui souhaiter la bienvenue. Bon, Tout ça à c'est fait. l'anecdote, pour confirmer les choses. Bon, En fait, c'est maintenant- comme si les soldats israéliens étaient rentrés à l'ambassade de France à Jérusalem, à l'ambassade de France en Israël, et que le président peut pas rentrer chez lui, quoi. Voilà, C'est ça. donc voilà, on a tous les hommages pour lui, un homme sage, un homme qui aimait son peuple, qui aimait l'Afrique, qui aimait le tiers-monde, que maintenant de partout afflue, de la Russie, de la Chine, de l'ensemble du monde. C'est un homme sage et que j'espère qu'on en retrouvera la sagesse à travers nos futurs présidents, aussi bien en France qu'en Europe. Voilà. Merci, docteur. Alors, pour ce qui est des hommages, Audrey Tarek, Oui. la presse est unanime. Hein. Ce matin, on a Même pu l'humanité. voir, même l'humanité, je veux dire. D'ailleurs, pour la petite histoire, il a vendu L'humanité, l'humanité dans quand- les années 50. quand il était tout jeune. Voilà, il a vendu. Oui, oui, absolument. Alors une anecdote qui plaira pas beaucoup aux auditeurs de France Maghreb, mais bon, ce sont des anecdotes. Donc il est parti puceau en Algérie, et il est rentré homme au cours de son service militaire. Oui, oui. Il était jeune. Vous en avez d'autres, des comme ça, Tarek Une Mohamed, seule, ou- une seule. C'est comment 01 40 33 9000. Quelle image garderez-vous du président Chirac? Il était aussi cassant et parfois blagueur. On illustre cet extrait. Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi? Non, non, on ne chauffe pas l'appareil. Voilà, il était cassant parfois, hein, Ouais. Monsieur Chirac. Mais il était naturel en même Ouais. temps, donc. Il était français, moi, je franchouillard, trouve que ça donne un dans le côté- bon sens du terme. Franchouillard, Populaire. vieille- Oui. Populaire et aussi oui. vieille France, Oui, moi, je oui, trouve, mais quand vrai. même. Et il a une autre belle expression. C'est pas le arapa, je sais pas quoi, desk, je sais pas quoi, là, les mots qu'il a inventés. Mais il a surtout, les emmerdes, ça vole en cascade, ou ça vole en comment on appelle là, les trucs militaires, je l'ai écrit hier, mais elle m'a échappé. Donc les cascades, pas en cascade. Oui, en cascade. Donc les emmerdes, ça vole en cascade. Ouais. Et il a plein d'expressions comme ça qui sortent, que personne d'autre n'a eu et ne reprend. Ouais, après, c'est une question aussi d'époque. Oui. Donc, Mais il y a quand même cette grosse sortie. Et la phrase sur sa femme. Ça Elle va. est souvent juste et sévère, ah oui, oui, oui. surtout quand il s'agit de moi. Ouais, absolument. Bah, c'est vrai que c'est pas la même chose, hein, quand même. Il y a quand même cette sortie regrettable de Jacques Chirac en 89. Ouais. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Alors c'est pas pour l'excuser, mais les Français ont une superbe expression, c'est-à-dire il faut toujours mettre les rieurs de son côté. Et quand vous faites les rieurs de votre côté, vous gagnez une élection en France, en tout cas à l'époque. Ouais, mais c'est quand même franchement ultra déplacé quand même. Bien sûr que c'est déplacé. Après, je rebondis sur ce que je disais précédemment. C'était quelqu'un de naturel et du coup, quand il se retrouvait face aux caméras, il avait tendance à plutôt enlever, à pas faire trop attention à mettre des filtres. Je suis absolument pas en train de l'excuser parce que moi je me rappelle, j'avais 9 ans donc j'étais quand même jeune, j'étais pas consciente politiquement encore, mais c'est des propos qui m'avaient choquée. Réellement, ça avait eu vraiment un écho autour de moi, dans ma famille. Enfin, je veux dire,
quoi qu'il en soit, c'est des propos qu'on peut pas oublier. Après, aujourd'hui, on est quand même dans le respect. Cette personne est décédée hier, donc voilà. Mais c'est pas parce que cette personne est décédée hier qu'il faut l'oublier. Ça, c'est une certitude. Il était cassant parfois avec certains journalistes, comme on illustre cet exemple. Visiblement, vous développez un programme que vous avez ébauché dans quelques propositions dans votre livre. Qui nous parle ce soir? Est-ce que c'est le maire de Paris? Est-ce que c'est le président du RPR? Ou est-ce que c'est le candidat à la prochaine élection présidentielle? C'est Jacques Chirac qui vous parle, appuyé sur une certaine expérience. Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin, je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous. Voilà. Ah oui, alors cette phase, je la trouve particulièrement assez trash, si je puis dire, parce que en fait, je pense qu'il a. Enfin, après, je suis pas dans sa tête, mais il a pas su quoi répondre à ce moment-là, et du coup, c'est le journaliste qui a tout pris, quoi. Et la question était très bonne. Mais exactement. Oui. Elle était excellente. Il était candidat, il a écrit un livre, la question était évident, super. c'est évident. En tout cas, il y a un homme qui l'a beaucoup interviewé tout au long de sa carrière, c'est Alain Duhamel. Et justement, cette fameuse interview sur les pommes. Et vous savez que ce sont quand même les pommes qui ont été repris d'ailleurs par les Guignols. Oui. Et on dit d'ailleurs des Guignols que c'est eux qui l'ont fait gagner l'élection. Participé à faire gagner Jacques Chirac en 95. Sur votre livre là, il y a un pommier. C'est pas évident, c'est votre contribution à l'écologie ou c'est une œuvre, une imagination, une intuition artistique? Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes, et ensuite je trouvais que c'était joli. Voilà, c'est tout, ça ne va pas plus loin. C'est un geste spontané. J'aime bien le cidre aussi. Certaines émotions, c'est... Voilà, donc le pomme, il aimait beaucoup les pommes, ça comme il a pu le faire remarquer, le redire, et c'est vrai que les Guignols en ont joué à l'époque en 1995 lorsqu'ils étaient encore un peu drôles. Elles lui ont encore inventé un autre mot que tout le monde a oublié aujourd'hui, c'était super menteur. Ah oui. Habillé en comment ça s'appelle, en Superman américain, la tenue bleue avec un bandeau rouge sur les yeux, et c'était super menteur. Et de ces super menteurs, vous avez le groupe Zebda ou Marseilla Sound System ont inventé une chanson, ont créé une chanson qui s'appelle Tout le monde ment, et Chirac ment, et Body ment. Alors, il était pas trop amateur de foot, on peut dire que le sport je sais ce que tu vas dire. Parce que il s'est même planté au lendemain de la victoire de l'équipe de France. Dans les noms des gens. Dans les noms des joueurs. Non, pas dans les noms des gens, dans le nom de la coupe, écoutez. Mais oui. L'équipe de France et la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon. Voilà. Bon, il avait oublié que c'était la Coupe du Monde. Bon, et comme il est chauvin, il a voulu parler de France 2 fois. Qui ne se trompe pas. Ouais. Alors en tout cas, il y a une formule qui lui a quand même valu d'être reprise à nombreuses reprises justement dans la presse, et c'est bien celle-ci. Il doit y avoir des limites à la calomnie. Hier, on faisait circuler une rumeur fantaisiste sur une grave maladie qui m'aurait atteinte. Sous-entendu, je ne serais plus capable d'assumer mes fonctions. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque, de même commandée et payée, et que l'on m'imputait, et qu'il y avait surtout toute une série de voyages à des noms de gens dont je n'ai jamais entendu parler. Jacques Chirac. Alors c'est vrai, on le rappelle aussi, sa carrière a quand même été entachée de nombreuses affaires. Jacques Chirac, les emplois fictifs, l'histoire des HLM de Paris. Il a été condamné en 2011. Alors la classe, c'est qu'il a envoyé une lettre au tribunal, parce qu'il s'est pas présenté, il était président sortant, dans laquelle il reconnaît d'une certaine manière tout ce qui lui est imputé. Et quand il a été condamné, il n'a pas fait appel. Il n'a pas fait appel, oui, bien sûr. Ouais. En tout cas, il y avait un bel hommage ce matin. C'est aussi un autre ami. On parlait d'Alain Juppé tout à l'heure. C'est Jean-Louis Borloo qui l'a accompagné jusqu'à la fin et depuis le début. Il a toujours été fidèle à Jacques Chirac. Jean-Louis Borloo ce matin chez Bourdin. C'était un très très bel échange assez émouvant. Bon, quelle image garderez-vous de Jacques Chirac? Vous êtes 95% à dire bonne image. Sur Twitter, le grand forum FM2 pour voter, pour Facebook également France Maghreb 2, et si vous souhaitez nous appeler aussi 01 40 33 9000. On aura aussi quelqu'un qui a parlé de Jacques Chirac, bien qu'elle ne partage pas forcément les idées de Jacques Chirac. Elle sera notre invitée dans un instant. Elle est sénatrice de Paris. Elle s'appelle Esther Benbassa et elle est sénatrice de Paris, donc disais-je, depuis 2011, réélue en 2017. Elle sera notre invitée dans quelques instants.
Juste peut-être dans un instant faire un petit point sur ce qui se passe en Tunisie, Tarek Mami, parce qu'il se passe des choses, il y a des élections législatives qui se préparent le 6 octobre et un deuxième tour pour la présidentielle qui se prépare aussi, qui aura lieu lui le 13 octobre et qui opposera, je le rappelle, Nabil Karoui, toujours en prison, faut le rappeler, à monsieur Kais Saïed pour ce second tour des élections. Peut-être une petite tendance, Tarek, à nous donner dans un instant. Alors bien la sûr, Tunisie, juste après oui. la pause La publicitaire. Tunisie, c'est la Samaritaine. Ah bon? À tout instant, il se passe quelque chose. Ah, c'est formidable. On y va, Audrey, à la Samaritaine? Oh. Non, c'est trop cher. Non, D'accord, non, à tout non. de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le grand forum avec Audrey Pronosti, Tarek Mami, dans un instant notre invité qui n'est pas encore arrivé dans nos studios, hein. Esther Benbassa, sénatrice de Paris, sera avec nous dans quelques instants. Avec elle, on va tâcher de présenter cette personne finalement qui est quand même connue du grand public, mais on va la présenter d'une manière un peu différente. Et on lui posera des questions sur le sujet qui nous préoccupe cette semaine, à savoir la violence policière, parce qu'elle s'est beaucoup investie dans le domaine, sur le sujet. Et d'ailleurs, comme le rapprochement judéo-musulman, puisqu'elle est elle est descendante de confession juive. Hein, voilà. On y reviendra avec elle dans un instant. Pour l'heure, on a un auditeur qui souhaite s'exprimer, peut-être sur Jacques Chirac. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Rappelez-moi votre prénom, je l'ai un peu perdu. Khaled. Oui. Vous nous appelez d'où? Farid, pardon. Vous nous appelez d'où, Farid? J'appelle de Paris. De Paris. Farid, on vous écoute. Oui, je voulais vous appeler par rapport au décès de Jacques Chirac. Et tous les hommages qu'il a, en fait, c'est pas ça que je remets en cause. Ce que je remets en cause, c'est que les gens, ils oublient un peu que c'était un partisan du RPR. C'est la droite très très extrême. Donc avec des idéaux assez particuliers. Au début du RPR, puis par la suite. Et même la polémique quand Jacques Chirac a dit le bruit et l'odeur. Donc, je veux bien qu'on lui rende hommage. Comment? On l'a diffusé à l'instant. Donc on en a parlé aussi. Oui, je veux bien qu'on lui rende hommage par rapport aux choses qu'il a fait, notamment quand il s'est rendu en Palestine, etc. Quand il a fait preuve de courage ou quand il a dit non à la guerre d'Irak. Mais je veux pas qu'on dise non plus que c'était un saint homme et qu'il a fait que du bien. Ça n'a jamais été le cas, Farid, ça n'a jamais été le cas d'abord. Ni ici ni ailleurs. Ni ici ni ailleurs. Je pense que, voilà, comme tout homme, il a ses qualités, ses défauts, ses travers. Oui. Jacques Chirac en avait beaucoup aussi, beaucoup de défauts et pendant aussi 12 ans, beaucoup de qualités. Oui. Mais c'est un homme quand même qui a occupé une place importante dans la vie politique en France. Pendant plus de 40 ans quand même. Donc forcément, en 40 ans, il y a quand même des petites choses qui sont à relever, bien entendu. Il ne peut pas avoir fait que des bonnes choses. Christophe, c'est qui Farid, qui a est-ce que placé je peux vous poser la Sarkozy? question? Qui a placé Sarkozy? Non, je vais poser une question à Farid. Oui. Est-ce que vous considérez qu'au global, est-ce que ces actions au global, le positif qui l'emporte ou le négatif? Mais au global, sur les 40 ans. Sincèrement, je dirais 50-50. Parce qu'il a pas été au cœur de la crise économique, donc il est arrivé avant, il est parti avant la crise économique, déjà d'une part. Et je pense que son bilan, pendant qu'il était président, il était plutôt mitigé. Donc il a vers la fin de son mandat, quand il y a eu les manifestations des étudiants et des lycéens CPE, donc c'était à la fin de son mandat. Ouais. Donc il n'a pas fait face vraiment non, mais sur la politique intérieure, on est d'accord, hein, Farid. Problématique. Ouais. Et à part 95 où il y a eu les grandes manifestations, etc. Ouais. Mais mis à part ça, ou même les actes de terrorisme, quand maintenant, lui, il n'a pas eu affaire à tout ça. Donc, au niveau de son bilan, moi, je le jugerais mitigé, même s'il y en a qui disent qu'il a fait un bon bilan, vu que quand on entend les gens parler, que ça soit même dans mon entourage ou etc. Les gens disent que Jacques Chirac était un bon président, qu'il y avait de l'argent, qu'il n'y avait pas une crise comme maintenant, il y avait du logement, etc. Donc, moi, je reste assez mitigé sur Farid, vous m'autorisez à dire que ce fut un bon président en tant que représentant de la France à l'étranger. En matière de politique étrangère. Oui, ça je vous l'accorde. Il a quand même, voilà. Voilà. Je vous rejoins assez sur la politique intérieure et je pense que tout le monde est d'accord. Le bilan est très mitigé. Il faut quand même rappeler qu'il a été en cohabitation avec Lionel Jospin pendant 5 ans, de 97 à 2002. Une des bêtises qu'il a faites, c'est d'avoir dissous l'Assemblée. Voilà, c'est lui qui a un peu cherché qui l'a voulu. Donc voilà, et effectivement, il a été réélu parce qu'il se retrouve, et il faut le dire quand même, à la surprise générale face à Jean-Marie Le Pen en 2002. Oui. Et là, je me souviens, moi, j'ai été dans les manifestations entre les deux tours. Vous savez qu'il y a eu une prise de conscience de la jeunesse.
parce qu'il y avait beaucoup de jeunes dans les rues qui disaient non à l'arrivée de l'extrême. Ouais. Et Jacques Chirac d'ailleurs a toujours été clair là-dessus. Ce qui est contraste quand même avec la phrase qu'on a pu entendre tout à l'heure, le fameux bruit l'odeur, c'est qu'il a quand même été de ceux qui n'a jamais voulu débattre avec Jean-Marie Le Pen. Ouais. Pour lui, on ne débat pas avec les extrêmes. Après, on pourra dire ce qu'on veut, on va dire que c'est antidémocratique de pas proposer un débat, mais il n'empêche qu'il n'a pas offert une visibilité à une personne qui avait une opinion extrême, et ça, encore une fois, on pourra pas lui retirer. Mais je suis d'accord avec vous, Farid, sur le fait que voilà, mais je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, ses erreurs, on ne peut pas lui retirer. Maintenant, aujourd'hui, on est quand même dans le respect du fait que cette personne vient de partir et que ça reste un homme d'État. Et à partir de là, on est en train de faire le bilan. Mais évidemment, il ne faut pas oublier ces erreurs. J'ai une question à poser par rapport. C'est bien Jacques Chirac qui a mis en avant Sarkozy, qui était adhérent du RPR à l'époque avec Patrick Balkany, etc. Donc pour moi, ça reste un petit groupe. Après, c'est vrai qu'il avait des qualités humaines qui étaient supérieures au président qu'on a actuellement, ou ceux dans le passé. Et c'est important dans la politique quand même, parce que c'est... Oui, je suis d'accord, mais ça reste pour moi, c'est ce qui me dérange un petit peu, sans remettre en cause ses qualités qui ont été les siennes. C'est que c'est vraiment un président qui a, par le passé, par rapport à ses idéaux, etc., qui n'est pas l'homme qu'on veut bien faire croire. C'est un peu comme Barack Obama, quoi. C'est un peu un symbole, une image. Mais derrière, quand on creuse un petit peu, ça reste, comme vous l'avez dit, ça reste un être humain avec ses qualités. Vous savez, de toute façon, tous les chefs d'État, on va pas se mentir, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Donc, mais je suis d'accord, mais c'est le symbole, en fait. Qu'on veuille en faire un symbole, c'est un peu comme Barack Obama aux États-Unis. Mais quand même, Farid, vous reconnaîtrez quand même, vous reconnaîtrez avec moi, je pense que vous vous souvenez de Jacques Chirac en tant que président de la France. Oui. Ensuite, après, on a eu Sarkozy et Hollande. Quelle chute! En matière de représentants de la France, quand Chirac partait à l'étranger, on n'avait pas honte. Parfois, avec Hollande et Sarkozy, on avait vraiment honte. Franchement. Et puis, vous allez avoir dans quelques années un nouvel étalon qui sera la mort normale de Valéry Giscard d'Estaing. Ah oui. Et vous verrez si les hommages sont la même. Je pense pas. Et c'est comme ça qu'on peut aussi comparer, relativiser. Moi, je me rappelle que quand on était à Sciences Po, la majorité des étudiants, ils disent comment faire pour mettre, à l'époque, le Parti Socialiste pour la politique intérieure et les gaullistes pour la politique extérieure. Oui. Et là, on aurait eu une France dans laquelle tout le monde aurait été fier, parce que les socialistes faisaient plutôt du social à l'époque, à l'intérieur du pays, les aides, les trucs, pour que la population vive un peu mieux. On a Macron. Non, mais je parlais de Mitterrand, par exemple. Alors qu'en politique étrangère, Mitterrand a fait la guerre en Irak. La première, a été aux côtés des Américains pour les fusées en Pologne, et a été plutôt atlantiste. Et donc Chirac a remis la politique étrangère comme De Gaulle l'a voulu par la souveraineté de la France. Et depuis son départ, la France n'est plus souveraine. Puisque je vais vous raconter un petit détail. Les Américains avaient demandé à Chirac de revenir dans l'OTAN. Il a dit oui à condition. Quelle condition, Monsieur le Président? Ce que c'est la France qui prend la chefferie, la direction de l'OTAN dans la Méditerranée. Et là, on est dans un partenariat où on a notre place. Les Américains ont dit non. Chirac s'en va, Sarkozy arrive et il signe le papier que Chirac refusait, et donc c'est les Américains qui dirigent tout, y compris en Méditerranée. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut comparer aussi. Voilà, c'est que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il avait le courage de ses convictions. Ça, on peut pas le retirer. Bon, Farid, merci en tout cas. Oui. Dernière chose. Je vous laisse l'antenne. C'est au gentil. niveau de Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, il était bien sous la présidence de Absolument, absolument, donc, absolument. Quand on a eu les dérapages que Sarkozy a fait pendant les émeutes et même avant, etc. Oui, c'est Chirac. C'était pour faire tomber, en fait, aussi, ça n'excuse pas Chirac, mais c'était pour faire tomber De Villepin qui était Premier ministre, pour que De Villepin ne puisse pas se présenter. D'ailleurs, il y a eu l'affaire Clestrier, mais il y a tout ce que vous savez. Et c'était pour que lui, il s'impose. Et il a fait de la politique d'extrême droite parce qu'il savait qu'à l'intérieur du RPR à l'époque, les gens étaient plus d'extrême droite que de centre droit, comme Chirac et comme De Villepin et comme Juppé. Ouais. En tout cas, bon, Sarkozy quand même. Bon, je pense que Chirac avait quand même, avec De Villepin, l'intention de manœuvrer pour que Sarkozy se casse la figure. Ils ont quand même loupé là, pour le coup. Merci en tout cas, Farid. Merci Christophe. Bonne soirée à vous. 01 40 33 9000. Où est notre invité?
Eh ben, je pense qu'elle va pas tarder. Oui, d'ailleurs pour une sénatrice d'arriver à l'heure quand même. Bon, un petit tour, ça nous laisse l'occasion d'aller faire un petit tour en Tunisie, Tarek Mami. Alors en Tunisie, qu'est-ce qui se passe? C'est la Samaritaine. C'est Dallas? Ouais, non. Oui, c'est aussi Dallas, puisqu'à chaque instant, il y a un événement qui se passe. Donc en fait, il y a eu le premier tour. Avec les surprises de la présidentielle. De la présidentielle, avec la surprise donc de l'arrivée de Monsieur Kais Saïd et de Monsieur Karoui. Pour moi, c'est pas une surprise. J'appelle même ça la démocratie de dégagisme, parce qu'en fait, les sondages depuis le mois de mai 2019 donnaient systématiquement ou l'un ou l'autre comme premier, mais les donnaient systématiquement tous les deux comme présents au deuxième tour et éliminaient tout le monde. Sauf que la classe politique était aveuglé par le pouvoir et pensait qu'en menant une campagne et qu'en faisant du bruit, les résultats allaient changer. Et je peux vous dire que j'ai revu le sondage publié dans un journal qui s'appelle Le Maghreb, c'est pas un hasard, les bonnes choses prennent toujours les bons noms, qui publie le 5 mai 2019 un sondage qui donne Karoui est premier, Kais second et tous les autres éliminés. Non mais déjà, ça faisait déjà quelques mois qu'il était bien placé. Le 5 mai. C'est le premier sondage. C'est ça. Le 5 mai 2019. C'est ça. Et on dirait qu'à partir du 5 mai, les Tunisiens avaient déjà fixé dans leur tête les résultats du premier tour. On va essayer d'être ludique, Tarek. Les élections législatives qui sont pour moi beaucoup plus importantes que les présidentielles. Elles arrivent alors très vite la semaine le 6 prochaine, octobre. C'est-à-dire pas ce dimanche-là, dimanche suivant. En un tour. Unique, proportionnel à l'allemande, à l'espagnol, à l'israélienne. Quelle référence? Non mais dans tous ces pays où il n'y a pas de majorité qui puisse se dégager. Donc on se dirige vers cet état-là. Le mercredi prochain, donc nous recevrons une dizaine des candidats. Nous mettrons la totalité. Il y a 36 candidats sur Paris, 36 listes de candidats pour 5 postes. Donc nous les mettrons sur le site de la radio pour que chacun choisisse. Et là, les sondages donnent encore une fois, aux grandes surprises, le parti de M. Karoui en tête. Le deuxième serait Ennahda. Et tous les autres partis tourneraient entre 6 ou 7. Et donc, on aurait une assemblée générale, une assemblée parlementaire tunisienne dans laquelle il y aurait 40% de l'ensemble du centre droit, centre gauche, libéral, avec Nabil Karoui et d'autres partis. Donc, les anciens de Béjir et Tsepsi, si vous voulez. 20% qui sont plutôt Nahda et ses porteurs de Kais. Ça fait 60, et vous aurez surtout 40% qui seraient des indépendants, des vrais indépendants, des faux indépendants, et ce sont ceux-là qui vont pouvoir basculer à droite ou à gauche l'Assemblée nationale, en sachant que ces 40% ne peuvent en aucun cas s'entendre pour sortir un gouvernement. Par contre, les 40% du centre droit, centre gauche, ancien BJ, peuvent sortir un gouvernement, et Nahda jouera avec eux, contre eux, et si le président Kais Saïd est élu la semaine suivante, ben il n'aura 13 octobre, deuxième tour. Oui, il n'aura aucune majorité, mais peut-être qu'en sciences politiques, rien n'est jamais écrit. Si le parti de Karoui gagne les législatives le 6 octobre, cher Christophe, il y a des fortes chances pour qu'une partie de l'électorat bascule en faveur de Monsieur Karoui pour dire il a eu la majorité au Parlement, parce que les gens vont raisonner comme ça. Il faut aujourd'hui lui donner une majorité à la présidentielle pour que le pays puisse se stabiliser. Bon, bah voilà. Et c'est une chronique, c'est pas un pronostic, c'est pas un sondage. Bon, il n'y a pas de sondages qui sont sortis là pour les présidentielles? Non, pas encore. Alors les sondages sont perdus parce qu'ils sont sortis pour le 6 octobre. Là, c'est Kais Saïd qui gagne. D'accord. Et quand ils sortent pour le 13, c'est Karoui qui gagne. Non mais, je veux dire quand même, faut qu'on rappelle quand même, qu'on remette tout ça dans la tête des gens qui nous écoutent. On a un deuxième tour d'une élection présidentielle dont un des candidats est en prison. Bah c'est oui, quand même assez hallucinant de voir ça, quoi. Hallucinant, et dans le deuxième, n'a pas de programme économique. Ouais. Oui, oui, bon. Bah, vous choisissez. En même temps, le président tunisien, c'est vous-même qui l'avez dit ici. Il n'a pas de pouvoir économique. Il n'a pas de pouvoir économique, donc à la limite, c'est pas gênant. Oui, il a la politique étrangère. Voilà. Et il a ce qu'on appelle la sécurité nationale. Voilà. En clair, moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de peuples arabes sont fiers de ce que les Tunisiens font, alors que beaucoup de Tunisiens sont sceptiques dans ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça les images qui importent au niveau des médias. Donc moi j'ai vu des amis ou des électeurs ou des journalistes marocains, algériens, libanais, syriens, égyptiens qui disent mais les Tunisiens c'est formidable, ils sont capables de faire élire, de passer au deuxième tour quelqu'un qui est en prison. Ça veut dire qu'ils sont vraiment libres
de choisir qui. Voilà, c'est ça. Ils sont libres de choisir qui ils veulent. En termes de leçons Mais vous n'avez démocratiques, pas une c'est petite juste. crainte, Tarek Mami, que cette Tunisie devienne un petit peu la situation libanaise? Alors, tant qu'il n'y a plus de violence et de meurtre, c'est pas grave qu'elle soit la situation libanaise, parce que ce qui manque en Tunisie, en fait, il manque deux structures que Nahda n'a pas laissé créer, surtout une, c'est le fameux Conseil constitutionnel. Parce que quand il y aura un Conseil constitutionnel, tout ça va tourner comme une horloge, parce que le Conseil constitutionnel, ce sont des gens, 6 personnes, je crois, ou 10 personnes, qui vont être nommés pour 6 ans pour un seul mandat, et qui donc forcément, au bout d'un an ou un an et demi, ou 2 ans d'exercice, ils vont se détacher de toute la classe politique. Parce que personne ne peut les enlever, et ils vont faire du droit pour faire du droit. Et ils vont s'amuser à faire du droit. Dans le bon sens, s'amuser. Oui, mais c'est partisan un peu, ça, Tarek. Non, c'est pas partisan. Parce que c'est des gens qui peuvent qui vont être élus par l'Assemblée, mais que personne ne peut destituer. Ouais. Aujourd'hui, aux États-Unis. Non, mais ma question la plus précise, pardon, quand je fais référence à la situation libanaise, on sait les intérêts de la France au Liban, on sait ce que fait la France au Liban. Est-ce que c'est pas la même chose que ce qui se passe en Tunisie? La France a un rôle quand même très particulier en Tunisie. Mais la France... Il y en a beaucoup qui disent d'ailleurs que la France pratique sa politique en Tunisie, quoi. En clair, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Oh bah, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je veux juste vous rappeler qu'en Tunisie, le candidat Zubidi, qui n'a pas gagné, il a fait arrêter des agents secrets qui portent des passeports diplomatiques français, quand ils ont voulu rentrer en Tunisie à travers la Libye, par la terre et par la mer. Et quand tu lui as dit c'est des Français, il a dit Français ou pas, c'est les Français, avant de rentrer à la frontière, il lève la main, il dit je suis Français, je suis diplomate, je peux rentrer, on lui dit marhaba. Mais quand il évite la douane, il a quelque chose à cacher, donc on l'arrête. Le temps nécessaire de faire la négociation, et ils avaient des armes, et ce ministre a gardé les armes de ces gens-là, que la Tunisie, dans la Tunisie aujourd'hui, est propriétaire. Kaïs Zied, par exemple, on peut pas dire que je sois franchement pro-français. Oui. Hein? Non, mais... Ça inquiète la France, ça? Ça peut pas inquiéter la France, parce que ça ne peut pas inquiéter la Tunisie, parce que ça peut pas inquiéter Kaïs Saïd. Je vais vous dire comment fonctionnent, Christophe, les relations extérieures. Il y a 2 pays qui ont des conventions. Vous arrivez et vous cassez la convention. Ok. Faut écrire une autre convention. Mais faut qu'on fasse trouver quelqu'un d'autre pour signer la convention avec vous. Le problème, c'est que maintenant, vous n'écrivez plus les conventions avec la France, cher Christophe. Vous les écrivez avec l'Europe. Donc, quand vous arrivez avec un discours comme celui-là, vous pouvez le faire pendant la campagne électorale. C'est comme toutes les promesses. Et quand vous êtes au bureau pour signer les papiers, vos conseillers vous expliquent que vous pouvez pas faire ça et que la Tunisie n'a pas intérêt de faire ça. Moi, je ne crois pas que la France décide de la politique de la Tunisie, de l'Algérie ou du Maroc, mais je pense que la France, ancien colon... L'Algérie quand même un peu, avec Saïd Bouteflika, excusez-moi. Non, mais laissez-moi terminer. C'est ancien colon a des intérêts tellement importants et la classe politique en place et les structures mentales sont tellement importantes qu'on ne coupe pas ça du jour au lendemain. Et d'ailleurs, d'où la bataille, est-ce qu'on passe à l'anglais pour quitter le français? Et ça, c'est une manière de faire. Les Chinois ne sont pas colons, donc ils peuvent pas influencer. Les Américains ne sont pas influençants en Tunisie, mais pèsent de tout leur poids. Mais ainsi de suite. Je veux dire, que les Tunisiens, les Algériens et les Marocains qui critiquent la France, et là c'est le Français qui parle et pas les Tunisiens, fassent de leur pays des pays forts pour qu'ils puissent non seulement résister, mais imposer leur propre volonté aux autres. Parce que ne rien faire pour construire une économie, une armée. Moi, j'admire l'Iran pour une chose. L'Iran, elle s'est rentrée, même si elle a beaucoup de problèmes, dans une espèce d'autonomie de la fabrication de ses armes. Son économie. Et donc, aujourd'hui, l'Iran n'est pas l'Irak de Saddam. Les États-Unis ne vont pas dire, hop, on va les attaquer demain, on va les détruire. Donc, que tous les pays construisent de vraies démocraties, de vrais points forts, et que derrière, on peut critiquer, parce que quand on est fort et qu'on critique, on critique. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils inquiètent. L'Iran inquiète, c'est pour ça. Non, mais elle peut inquiéter par ailleurs. Mais aujourd'hui, 80 millions, un territoire dès lors qu'on énorme. parle d'autonomie. Voilà, pouvoir d'autonomie. Je veux dire, Gaddafi lui-même a dit dans un éclair de lucidité, il dit, comment voulez-vous qu'on fasse la guerre contre d'autres, contre ceux qui vous donnent les balles pour vous battre? Donc, il faut commencer par fabriquer les balles. Oui, alors... Et pour la Tunisie, donc les gens... Le Drian était assez inquiet quand même, pour la Tunisie. Il a demandé expressément d'ailleurs à ce que soit libéré Karoui. Alors, vous voulez la boutade? Madame Alioumari, M. Sarkozy ont proposé à Ben Ali d'envoyer... Oui, je sais. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il s'est barré après. C'est tout. Donc, le premier s'est barré, le deuxième se barrera.
01 40 33 9000 pour nous rejoindre sur France Maghreb 2 avec Audrey Pronesti, avec Tarek Mami. Il est 17h14, vous êtes bien sur France Maghreb 2. Je pense que notre invité est en train de... Absolument. Et on va l'accueillir dans un instant. On va se mettre tout de suite la page de pub. Hein, oui. Et on est tranquille. Esther Benbassa, invitée du Grand Forum de France Maghreb 2, dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Tarek Mami, avec Audrey Pronesti. Et notre invitée ici présente sur France Maghreb 2, Madame Esther Benbassa, sénatrice de Paris. Bonsoir Madame la sénatrice. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Avant que Tarek Mami puisse faire votre portrait, une première réaction à cette disparition de l'ancien président Jacques Chirac. Vous avez réagi sur Twitter hier. Quelle est votre réaction et quelle image vous garderez de l'ancien président Jacques Chirac ? Moi, je l'ai pas bien connu, je n'étais pas en politique. Néanmoins, j'ai gardé ce souvenir d'un politicien que les Françaises et les Français considéraient comme proche, parce que c'était un homme convivial, qui avait de l'empathie envers les citoyennes et les citoyens. C'est pour cela aussi qu'il était très aimé. Et il a fait beaucoup d'erreurs politiques, certains de ses engagements sont critiquables, certaines de ses décisions, même de sa gouvernance. Néanmoins, il reste de cette personnalité aussi quelque chose de paradoxal. C'est un homme de droite, mais il a soutenu Simone Veil pour sa loi. Vous l'avez rappelé dans votre tweet hier, oui. Oui, demain c'est la journée, n'est-ce pas, sur l'IVG, et on est étonné qu'un homme comme lui, il se soit engagé de cette façon-là. De même, il faut dire que c'était un homme qui a dit pour la première fois, disons, il a eu un discours un peu écologiste. Il a parlé de la maison brûle. La maison brûle et qu'on regarde ailleurs. Et sa fondation, j'ai regardé un peu sa fondation. Dans sa fondation, il y a une lutte contre la déforestation. Vous voyez, c'est un personnage étonnant. Il est multiple. Et il ne joue pas au technocrate, même s'il était entouré. Il était énarque, lui. Oui, il était entouré de technocrates. Et c'est pour ça qu'il y a une telle émotion en France. On a oublié ce qu'il a fait, ce qui n'était pas, disons, moi, en tant que femme de gauche, j'ai beaucoup de critiques. Mais en même temps, j'ai aussi... Vous êtes une femme de gauche ? Je crois, oui. Et j'ai le respect sur son attitude à l'endroit de la guerre d'Irak. Il a dit non à la guerre d'Irak. En 2003, on s'en souvient effectivement. C'est ce qui est à chaque fois relevé dans cette presse qui est unanime, en tout cas pour rendre hommage à l'ex-président Chirac. Tarek Mami, portrait de Madame Benbassa, ici notre invitée. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2. Vous êtes né à Istanbul en Turquie, où vous avez vécu un peu. Jusqu'à l'âge de 15 ans. Oui, vous avez vécu en Israël aussi. Et vous êtes arrivé en France en 1972 et obtenu la nationalité en 74, c'est-à-dire 2 ans. Ça a été vite pour obtenir la nationalité française, dites donc. Oui, mais à l'époque, c'était moins problématique qu'aujourd'hui. Et je me suis mariée avec un Français. Ah, ça aide beaucoup, effectivement. Je ne l'ai pas fait pour avoir la nationalité. Ah, bah, ça on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. À cet âge, on n'est encore pas très opportuniste. C'est vrai. Aujourd'hui, vous êtes donc trinationale, turque, israélienne et française, et membre de groupes d'amitié France-Turquie, France-Israël, France-Palestine. Vous vous dites athée. Comment on fait pour vivre avec tout ça ? J'ai l'air de vivre bien. Oui. D'abord, les nationalités, c'est mon itinéraire, c'est mon histoire. Voilà, aujourd'hui, je suis française depuis 1974 et je me sens pleinement française. Cela ne veut pas dire que je nie mes identités, que je renonce. Vous savez, moi, je venais de cette bourgeoisie qui apprenait le français, qui rêvait de la France. Moi, j'ai appris le français avec une préceptrice à l'âge de 5 ans.
Et j'ai commencé, et puis après j'ai été élevée dans les écoles de sœurs françaises. Donc vous voyez, c'était cet Orient qui aimait la France, qui admirait la France, et pour qui la France était le symbole de la liberté. Alors écoutez, c'est vrai, quand on y vit, on se dit que c'est le pays de la liberté, mais on voit aussi ce qui est moins bien. Mais c'est comme ça. C'est les rêves et les utopies. Justement, moi je me demandais quand vous êtes arrivé en France, quand voilà, vous avez grandi, vous avez commencé à avoir une conscientisation de tout ce qui se passe autour de vous, que vous êtes engagé en politique, vous avez évolué, Comment vous avez perçu là justement la société française par rapport à ce que vous aviez pu connaître justement en Orient, par rapport aux problèmes, parce que c'est justement juste une question précisément, par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer entre la dissociation entre la culture et la religion. Parce qu'en Turquie, justement, il y a moins... Vous savez, j'étais enfant en Turquie. Moi, je venais d'une famille juive qui faisait les fêtes, qui n'était pas fanatique, qui n'était pas orthodoxe, qui n'était pas pratiquante à l'excès. Mon père allait à la synagogue pour le jour du jeûne, du grand jeûne, et puis pour honorer ses parents qui aimaient bien le voir les jours de fête, le recevoir, etc. Mais dans ma famille, comme chez la plupart des Juifs de Turquie, il n'y avait pas de pratique religieuse impressionnante. C'était des gens qui faisaient les fêtes. Bon, écoutez, moi, je suis venue en France parce que j'étais une très bonne élève et que j'ai eu 2 bourses et j'ai choisi la France. Et ça n'a pas été facile parce que mes amis qui sont partis en Amérique ont réussi 10 ans avant moi, ayant le même bagage culturel. Mais moi, c'est révélateur ce que vous dites. Oui, c'est parce que un étranger, une étrangère en France, même si elle vient avec ses diplômes, même si elle parle la langue, même si elle vient avec ses diplômes, moi j'ai jamais abusé pour étudier. Je suis venue, j'avais une bourse. Bon, après j'ai fait un doctorat, d'accord. Enfin, je n'ai pas coûté très cher à la France, mais le choc a été surtout pour moi. Et c'était pas culturel, c'était un choc dans la vie quotidienne. J'étais vue comme étrangère au Crous, cette organisation qui s'occupe des étudiants. Et je mangeais qu'avec des étrangers. Il y avait pas mal de latino-américains à l'époque. C'était la grande vague. Ils venaient étudier. J'étais avec eux, avec elles. Les Français ne s'approchaient pas de nous, ne nous parlaient pas. Et puis moi, je viens de cet Orient où tout le monde se parle. Et j'étais un peu étonnée. Je disais, mais comment? Pourquoi ils sont comme ça? Je connais leur civilisation, je peux citer Victor Hugo par cœur, et pas toute l'œuvre, mais des citations, bien sûr. Mais je ne comprenais pas. Puis après, j'ai appris les codes. C'est une société avec beaucoup de codes. Et moi, après, j'ai eu l'expérience américaine. J'ai enseigné, fait des conférences, on a traduit on a traduit mes livres en anglais, etc. La société américaine est différente. Je dis pas qu'elle est meilleure, mais les codes peuvent être, il y a des codes, bien sûr, mais les codes peuvent être transgressés. À savoir, un Mexicain qui se met une casquette et des baskets, il met le drapeau américain sur son balcon. Il se dit, je suis américain. Ici, tu peux mettre la plus belle robe que tu veux. Et tout ce que tu veux, même si tu sais utiliser l'argenterie à table, et tu n'es jamais tout à fait. Et moi, j'ai gardé mon accent. Finalement, c'était un. Et ça vous va plutôt bien, Madame Benbassa. Alors moi, j'ai une question précise, pardon. Terminé mes questions intimes. Il en reste 2. Très bien. Oh là là. Ça va vite. Non, mais parce qu'on veut vous faire découvrir à nos auditeurs, à nos auditrices. Alors, vous êtes enseignante, sénatrice, sénatrice, écrivaine. Et j'ai vu la liste des livres que vous avez publiés, notamment sur Wikipédia. Je suis tenté de vous dire,
Quand est-ce que vous dormez? Où est-ce que vous écrivez en dormant? Non, mais j'ai eu une carrière universitaire. J'ai eu un poste au CNRS comme directrice à 40 ans. Vous voyez le retard que j'ai pris. Et pourtant, j'avais déjà 2 doctorats, etc., etc. J'ai été enseignante dans le secondaire, d'abord, puisque j'avais passé des concours et j'enseignais dans le secondaire. Et après, j'ai eu une chaire à la Sorbonne. Mais enfin, quand j'étais jeune, je faisais de la politique avec les étudiants, etc. Mais si vous voulez, moi, je suis entrée en politique très tard, à 61 ans. Mais en 2010, les Europe Écologie Les Verts est venu me chercher parce que j'avais une association qui s'appelait le Pari du Vivre Ensemble, où je faisais beaucoup d'actions. Dans les quartiers, etc. Donc moi, je suis tombée dans la marmite politique très tard et j'ai continué à être enseignante. Et puis je suis partie à la retraite il y a 1 an, mais je continue à suivre mes étudiants puisque je vais enseigner 1 fois par semaine parce que j'ai encore des étudiants en doctorat qui n'ont pas fini leur doctorat. Mais vous savez, j'arrive à dormir. Je suis une hyperactive d'abord, j'ai beaucoup d'énergie et je fais beaucoup de choses. Je suis très très souvent sur le terrain, je défends des causes, je suis dans la rue avec nos concitoyens et concitoyennes, j'ai suivi plus de 30 semaines les Gilets jaunes, je soutiens la cause palestinienne. Justement, vous avez écrit un livre Israël-Palestine en 2010. Oui. 10 ans après, on a l'impression que je trouve pas le mot, mais cette question, on pourrait parler de la question palestinienne aujourd'hui, comme on parlait de la question juive au début du siècle, que cette question n'avance pas, stagne, voire elle recule. Oui, je crois. Moi, j'ai connu en Israël, quand j'étais plus jeune, beaucoup de progressistes qui étaient pour l'État palestinien indépendant, 2 États côte à côte. Et aujourd'hui, le nombre de progressistes en Israël ne fait que baisser. Et en France, il faut dire que c'est même plus difficile qu'en Israël de défendre la cause palestinienne. Pourquoi ? C'est difficile parce qu'il y a un attachement à Israël très profond. Parce que aujourd'hui la communauté, moi j'ai pas honte d'appeler les communautés. Vous savez, la communauté, c'est pas tout le monde se met ensemble le lundi, mardi, mercredi. Non, la communauté est un concept abstrait, mais qui signifie quand même que des gens ayant les mêmes origines, etc., se mettent ensemble. On peut dire ça des gays aussi. Ils se retrouvent dans le café ensemble, il y a une communauté gay, il y a une communauté lesbienne, etc. Mais enfin, nos dirigeants en font beaucoup sur cette question parce que ils pensent que tous les musulmans sont ensemble à Barbès, au milieu de la rue, tous ensemble. Non, la communauté est un lien qui permet aux gens à certains moments de leur vie de continuer à garder leur identité tout en étant des Français et des Françaises, bien sûr. Et bon, écoutez, une fois tout cela dit, je dirais que c'est une communauté qui vient de terre d'islam, parce que la majorité aujourd'hui, ce sont des Juifs venus du Maghreb, et un peu d'Égypte, et que il y a cette peur un jour d'avoir à subir ce qu'ils ont subi dans le Maghreb, même si les Juifs sont partis sans être expulsés. Mais enfin, la situation n'était pas excellente non plus après la fondation de l'État d'Israël, mais surtout après la guerre des 6 jours. Alors cette communauté fantasme sur le fait que les Arabes, donc les Palestiniens, vont les jeter à la mer. Enfin, il y a cette fameuse phrase d'un dirigeant de l'OLP de l'époque, mais enfin qui a été extraite de son contexte. Alors il y a cette peur, il y a un contentieux avec les musulmans. D'ailleurs en Israël, ceux qui votent à droite, les Likoud, ce sont les Juifs maghrébins. Tout à fait. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Un Juif américain ne va pas chaque vacances en Israël. Il y a quand même 8 heures de vol.
Et tandis qu'un Français, il va, je sais pas, pour la Toussaint et après pour Pâques. Vous savez, il y a un lien quasi charnel. Et je dirais qu'une partie de leur famille sont partis en Israël. Donc tout cela fait que c'est une communauté très influencée, très légitimiste. Quand le gouvernement en Israël est de gauche, elle est de gauche. Quand elle est de droite, elle est de droite. Et ça fait que c'est un réservoir de juifs. Vous savez, c'est le plus grand réservoir de juifs en Europe. Hein. Et alors, Monsieur Netanyahou vient souvent instrumentaliser les institutions juives, etc., pour les orienter vers une émigration en Israël. Et il y a une émigration forte depuis quelques années avec la réémergence d'un antisémitisme qui n'est pas seulement lié aux arabo-musulmans, mais qui est lié à la société en général aussi. Et il a un bon représentant, M. Meyer, député français. Oui, écoutez, il fait ce qu'il veut. Moi, vous avez vu, moi, je suis dans les deux groupes d'amitié. Moi, je suis pour qu'Israël existe, mais je suis pour qu'il y ait un État palestinien. Dernière question, et vous avez utilisé tout à l'heure le mot expulsion. Alors, je dirais, ensemble, vous êtes une ovni qui mixe la vie d'une femme politique et d'une intellectuelle. Vous auriez pu vous trouver et trouver votre place dans l'Espagne musulmane, dans laquelle on dit que les trois religions cohabitaient plus ou moins heureusement. Cette Espagne dans laquelle la controverse était plutôt un art que des tweets d'insultes tels que nous les vivons aujourd'hui. Écoutez, je suis, comme vous le savez, peut-être vous ne l'avez pas lu sur Wikipédia, et je suis descendante des expulsés d'Espagne. C'est 1492. C'est pour ça que je fais référence à cette Espagne mythique. Et je parlais cet espagnol avec ma mère jusqu'à sa mort il y a quelques années. Donc nous avons grandi dans cette culture espagnole. C'est pour ça d'ailleurs que nous étions pas très pratiquants. On était des gens ouverts dans nos maisons. On recevait des musulmans. Enfin, ma famille recevait des musulmans, des Grecs. Nous connaissions le temps religieux, à savoir la ville sentait la brioche parce que c'était la Pâque chrétienne et que c'était Ramadan, on avait l'odeur du pain de Ramadan qui montait dans les maisons et tout le monde disait ah oui, il faut qu'on rende visite à nos voisins et ainsi de suite. Donc vous voyez, on nous a élevés dans des écoles chrétiennes quand même, hein. Non mais c'est vrai. Par sécurité. Non, pas du tout, parce que on avait cette, je dirais pas que c'est l'Espagne mythique, je ne crois pas en tant qu'historienne au mythe, mais le mythe fait vivre. Alors nous avions cette ouverture et nous parlions beaucoup de langues. Vous savez, parler des langues étrangères, c'est des ouvertures vers le monde. Moi, vous savez, j'aurais pu vivre dans cette Espagne. Je me serais sentie très bien parce que moi, je sais pas, j'arrive pas à être raciste. Parfois, je me mets devant mon bureau, je dis mais comment est-ce qu'on peut devenir raciste? Je ne comprends pas qu'on puisse rejeter les autres. Et c'est pour ça que je me bats pour les migrants. Vous savez, je fais plein de choses parce que je pense que la France va mal. Voilà. Justement, Christophe, je peux lui poser une dernière question qui me brûle les lèvres. Enfin, c'est une question toute simple, mais c'est pour essayer de comprendre, parce que moi je vous écoute avec attention depuis tout à l'heure, comme tout le monde d'ailleurs. Vous disiez que vous étiez sympathisante de la communauté israélienne et de la communauté palestinienne. Pas sympathisante. Active. Bon. Pardonnez-moi, mais oui, sympathisant. Et va pas fâcher Esther Benbassa. J'ai de la sympathie pour Je n'oserais pas. Bref, ce que je voulais dire, c'est que justement sur le terrain, tout à l'heure vous disiez que vous étiez une femme de gauche avec des idées de gauche et effectivement pour agir. L'Europe Écologie Les Verts sont à gauche, on l'aura bien noté. Mais justement, je voulais savoir qu'est-ce qui avait vous motivé le choix de vous investir
dans Europe Écologie Les Verts, quand vous avez commencé, exactement. Ça m'intéresserait de le savoir. Ça m'intéresserait de le savoir. Qui est venu me chercher en 2010 et pas les socialistes. Mais moi, vous savez, c'est la seule raison. Non, c'est intéressant. Je vais un peu au-delà de tout ça quand même. Bien sûr. D'abord, moi, ça m'est égal qu'on appelle gauche, extrême gauche, etc. Moi, vous savez, j'ai les principes de gauche basiques. Hein? Voilà. À savoir, moi, je suis non productiviste. Économiquement, je suis contre le consumérisme, je suis pour un marché pas productiviste, mais une régulation de l'économie, de marché. Moi, j'ai des causes que je défends. Je suis écologiste, je suis contre le réchauffement climatique. Toute la semaine, j'ai été au Sénat, je me suis battue avec mes collègues pour la loi sur l'économie circulaire et contre le gaspillage. J'ai même fait passer des amendements. Je suis une écologiste, mais en même temps, pour moi, il n'y a pas d'écologie sans justice sociale. Moi, je suis pour l'écologie populaire parce que on ne peut pas seulement s'adresser à une minorité qui veut manger bio et qui est très consciente de l'environnement, très consciente des dégâts du réchauffement et de la biodiversité qui se dégrade. Oui, mais je dis, on ne peut pas se limiter qu'à cette minorité. Aujourd'hui, il faut faire de l'écologie populaire. Déjà, avoir un vocabulaire accessible. Il faut qu'il y ait du bio dans toutes les cantines collectives. Et il faut que les gens qui n'ont pas les moyens connaissent de l'agriculture pour qu'ils aient accès au bio. Il n'y a pas que le bio, n'est-ce pas? Il faut restaurer les maisons qui sont des passoires thermiques. Il faut rendre conscient toute la population. Vous êtes pour la jonction de la fin du mois et de la fin de l'année oui, sinon j'aurais pas été avec les gilets jaunes. Alors, Madame Benbassa, je m'occupe un peu de vous parce que quand j'ai regardé un petit peu votre parcours, ce qui est assez frappant, c'est au-delà de à l'exemple de vos nombreux livres que vous avez publiés, il y a quelque chose qui illustre parfaitement votre engagement concernant le rapprochement entre juifs et musulmans. Une histoire partagée, un dialogue à construire en 2006 et puis en 2015, un recueil notamment juifs et musulmans, retissons les liens. Alors ça c'est arrivé juste après les attentats de 2015. Comment vous avez vécu cette période? Et est-ce que vous pensez franchement, Madame Benbassa, que ces attentats qui sont survenus en France et qui ont aussi touché des musulmans comme des juifs ont cassé ce lien à tel point qu'il faut retisser des liens? Oui, moi je crois que les liens, il faut les retisser. Et maintenant, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a une fracture. Aujourd'hui, il y a une vraie fracture. Écoutez, nous, on était enseignants. Mon mari enseignait à Sarcelles. Il me racontait que ses élèves en classe, il y avait des Juifs, des Arabes. Dans la cour, ils se disputaient, mais ils venaient lui vendre des objets tombés du camion. Le couscous circulait du 10e étage jusqu'au 1er. Les Juifs et les musulmans, ils avaient des contentieux de temps à autre, c'est vrai, mais ça communiquait. Aujourd'hui, il n'y a plus de Juifs dans les écoles publiques des banlieues. Dans ces banlieues où il y avait une vraie, disons, je dirais pas la fraternité, mais il y avait une mixité. Quand vous dites qu'il n'y en a plus, quand même, c'est un peu exagéré. Il reste quand même des juifs qui sont issus de banlieues, qui sont dans les écoles. Ça, on va pas quand même dire le contraire. Il n'y a plus de juifs. Vraiment. Il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus un seul juif dans une école publique dans les banlieues. J'ai pas fait des statistiques, mais il y a quasiment pas de juifs. Ouais. Franchement. Parce que il y a une peur, et il y a l'antisémitisme. Est-ce que ces gamins vont importuner des gamins juifs, etc. Puis, moi, je dirais le facteur le plus important, moi, je l'analyse un peu comme ça. Il y a eu
disons, une identification de beaucoup de jeunes arabo-musulmans aux Palestiniens. C'est devenu un symbole de fierté. Il faut reconnaître. De résistance, peut-être au travers de la résistance palestinienne. Bien sûr, je parle de ça. De la résistance. Ils se sont dit, voilà, c'est un symbole. Nous aussi, on va résister. On est enclavé dans les banlieues. L'ascenseur social ne marche pas pour nous. Alors, on est contrôlé au faciès. Je vais vous dire, dès que je suis devenue sénatrice, en 2011, j'ai déposé une loi contre le contrôle au faciès. Tout ça a fait qu'il y a eu des replis. Et M. Valls, ça fait de manière à ce qu'elle ne passe jamais. Oui, bien sûr. Côté de l'Assemblée nationale. Oui, j'ai été convoqué par lui. Vous savez, bon, on va pas raconter la cuisine interne. Oui. Mais c'est pour vous dire, il y a eu de plus en plus une sorte de distanciation parce que les Juifs ont interprété cette identification comme susceptible de se retourner contre eux. Avec erreur ou pas? Je ne sais pas s'il y a eu erreur, mais il y a c'est le ressenti qui compte. Vous savez, monsieur, les erreurs, les gens ne retiennent pas les horreurs, oui, mais les erreurs, non. Alors, il y a eu ce ressenti, il y a eu quand même une sorte de rejet des Juifs aussi, dans les milieux arabo-musulmans aussi, parce que chacun s'est replié dans son camp. C'est la fameuse importation du conflit du Moyen-Orient en France, avec donc des défenseurs de deux côtés. Voilà, après la seconde intifada, il y a eu une vraie fracture, et je peux vous dire que maintenant, la fracture est physique. Il y a, par exemple, aller à Sarcelles, je sais pas, il y a pas beaucoup de Juifs, ils habitent dans le 17e arrondissement maintenant. Et à Créteil. Oui, mais à Créteil, moi j'ai été sénatrice du Val-de-Marne avant d'être de Paris, et j'ai constaté que le maire Catala a pu créer une sorte de disons de fraternité, même si je ne sais pas si elle est réelle vraiment, mais une fraternité quand c'est les fêtes, les imams vont à la synagogue pour saluer les rabbins, etc. Bon, moi j'avais de très très bonnes relations avec les imams de Créteil, parce que Catala a su bâtir une mosquée à côté des synagogues. Voilà, c'est comme ça qu'on crée la fraternité. La fraternité, ça ne veut pas dire on est tous des frères. La fraternité, c'est on peut vivre ensemble sans se taper dessus. Alors, c'est déjà pas mal. Madame Benbassa, vous êtes quelqu'un qui avait un sacré caractère quand même. Et vous avez employé un mot qui est très fort en 2013 à propos d'une célèbre affaire que tout le monde va se rappeler, Leonarda. Vous avez parlé d'une rafle. Oui. Oui. Vous maintenez toujours ce propos? Rafle, c'est dur quand même, c'est fort. Mais vous savez, c'était une sorte de rafle quand même. Hein, on va pas non plus chercher ces mots. Et si on veut pousser les gens et les rendre conscients, parfois il faut utiliser des mots qui frappent, parce que il y a aujourd'hui, on est dans une société de bien-être. Chacun, il veut, voilà, être bien. On fait du yoga, on mange bio, sophrologie, etc. Ce bien-être fait que c'est très bien. Moi, je ne critique pas, mais ce bien-être fait qu'on est dans une sorte d'apathie. Et les mots parfois frappent les gens et ça leur fait prendre conscience. Bon, peut-être j'ai exagéré dans ce mot. Un peu, non? Oui, bon, d'accord. Écoute, ça peut arriver. Écoutez. Grave. Oui, c'est pas grave. Non, mais peut-être ce qui est important, Madame la sénatrice, dans ce mot, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a des mots qui ont été connectés avec l'histoire des Juifs de France, donc 43, 45, le Veldiv et autres. Et dès que quelqu'un ose utiliser un de ces mots pour d'autres situations, on fait comme si on voulait banaliser ce qui s'est passé en France. Et en fait, on compartimente certains mots à la communauté juive qui a souffert en France, et d'où peut-être cette bataille et le fait d'être étonné de vous voir, vous, utiliser ce mot rafle, qui jusque-là était réservé, j'allais dire presque dans l'inconscient collectif français, à la rafle du Veldiv. Oui, mais il faut se dire aussi que les mots sont connotés. Il faut accepter
C'est comme ça, l'histoire des mots. Oui. Hein, tel mot veut dire ça, puis après vous pouvez pas l'employer. Oui. Mais là, il y a, et je crois que il y a une sorte de, disons, on a l'impression qu'il faut arrêter. Il y a eu une culpabilisation des Français et après la Shoah, heureusement, on n'a pas utilisé certains thèmes antisémites, etc. D'accord. Mais alors, vous savez, tout ça a été enfoui et je ne vais pas dire que ça a disparu. Toutefois, il n'est pas inutile parfois de faire des comparaisons. Il faut faire des comparaisons. Moi, je vais dire, aujourd'hui, moi je suis en même temps historienne, franchement. Oui. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais pas être musulman en France. Je vais vous dire pourquoi, parce que chaque jour, je me poserai la question, qu'est-ce qu'il va m'arriver demain? Alors quand c'est pas le voile, c'est autre chose, c'est le burkini. Quand c'est pas le burkini, c'est les vêtements pudiques. Quand c'est pas les vêtements pudiques, c'est autre chose. Ça n'arrête pas. Et moi je comparais, je dirais c'est pas la même situation, mais à la fin du 19e siècle et dans les années 20, il valait mieux ne pas être juif. Oui. Parce que on se disait toujours, mais qu'est-ce qu'il va arriver? À quoi on sera confronté? Il y a en France une sorte d'inconscient qui fait que ça revient. Les minorités, elles sont prises comme cible. Écoutez, je ne vais pas dire qu'il y a un racisme d'État. Ça, il n'y a pas de racisme d'État. Mais il y a un racisme systémique en France. À savoir, il est au niveau il n'est pas institué, mais il est dans les différentes strates du corps d'État, etc. Mais l'État n'est pas raciste. Moi, je n'ai jamais entendu un mot de Macron, et pourtant je suis contre sa politique, attaquant les Juifs, ou les Arabes, ou les musulmans. Là-dessus, on ne peut pas le dire. Mais les minorités en France, quand elles ne sont pas chrétiennes, subissent le rejet de certaines tranches de la population. Et je vais vous dire que surtout pour les arabo-musulmans, il y a l'abcès de la décolonisation. La France, est-ce qu'elle a bien digéré cet abcès pour le crever? Est-ce qu'elle a bien digéré la décolonisation? Je dirais non. Et puis on a encore une continuation de l'idée que le colonisait, donc Madame Benbassa. Alors, peut-être sur cette question. Non, pas d'autres questions, Tarek Mamie. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Madame Benbassa, la sénatrice de Paris d'Europe Écologie Les Verts, que Europe Écologie Les Verts sont venus chercher. C'est ce qu'elle nous disait. Madame Benbassa est notre invitée aujourd'hui. Moi, j'ai une question très claire à vous poser. Dans les médias, les hommes politiques, notamment Manuel Valls, nous a dit que d'être antisioniste, c'était être antisémite. Est-ce que Madame Benbassa, quelques-uns de nos auditeurs, beaucoup d'ailleurs, quelques-uns de nos collaborateurs, ici même à la radio, sont antisionistes? Est-ce que ça veut dire de nous que nous sommes antisémites? Écoutez, monsieur, moi je suis pour la séparation des mots. J'ai trouvé que prendre cette définition antisioniste égale antisémite, qui a été lancée par une organisation américaine, reprendre cette confusion était pour moi préjudiciable. Je vais vous dire pourquoi. Qu'il y ait des antisionistes qui soient antisémites, il y a aussi. Il ne faut pas le cacher. D'accord? Certains se cachent derrière l'antisionisme pour exprimer le rejet des Juifs. À ce moment-là, je suis contre. Mais je peux reconnaître et accepter qu'il y ait des gens et qui disent, voilà, maintenant il y a l'État d'Israël, mais nous ne sommes pas d'accord avec sa politique à l'endroit des Palestiniens. Oui, enfin je Donc simplifie. on peut être antisioniste sans être antisémite. On peut être antisioniste, sûrement, sans être antisémite, mais on peut être aussi antisioniste en étant antisémite, ou des antisémites qui se cachent derrière l'antisionisme. Donc, si les gens sont clairs sur leurs idées, là, il n'y a pas de problème. L'antisionisme n'est pas
n'est pas quelque chose en soi de raciste, mais c'est lorsque les antisionistes disent il faut détruire l'État d'Israël, il faut détruire les Juifs, etc. À ce moment-là, on est dans une zone les antisionistes critiquent la politique israélienne, Madame Mbassa, c'est pas la même chose. Mais oui. Mais il faut bien, c'est très important aussi la signification des mots, et vous avez raison de le rappeler. D'être antisioniste aujourd'hui, c'est pas demander la destruction d'Israël, c'est pas demander de mettre tous les Juifs à la mer. Il faut juste. Voilà, mais c'est ce que je dis. C'est très important de le rappeler parce que justement ça permet ce distinguo aujourd'hui qui est fait et limite aujourd'hui en France on est en train de nous dire que ça va être pénalement punissable d'être antisioniste et ça devient un problème. Oui, mais c'est pour ça que j'ai parlé du problème de la confusion des genres. Oui. Mais je n'ai pas dit non plus qu'il n'y a pas d'antisionistes qui soient antisémites. Moi j'en connais aussi. Oui. J'ai terminé, vous avez répondu à la question, peut-être un dernier mot. Madame Esther Benbassa, sénatrice de Paris, invitée aujourd'hui du LGF de France Maghreb 2. Écoutez, merci de m'avoir invité, c'était agréable, on a parlé sans tabou sur de nombreuses questions. Et encore, vous n'avez rien vu, vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir parce que vous n'avez rien vu. Il faut continuer la discussion, oui. Et je pense qu'on peut avancer, on ne peut pas changer le monde avec les mots, mais on peut faire bouger les choses avec des mots. Essayer de faire bouger les consciences, bien sûr, mais voilà. Merci. Merci Madame Benbassa en tout cas d'être venue ici répondre à nos questions. Et à très très bientôt. 10 secondes. Merci à vous. 10 secondes à moi, cher Christophe. Demain, il y a 3 meetings dans le cadre des élections tunisiennes législatives. Le premier meeting est à 15h. C'est le professeur Mohamed Ghanem, salon de thé, l'adresse 58 rue Marcadet, Paris 18e. Le deuxième, c'est celui de monsieur Fathi Lili, samedi demain 14h au 28 boulevard du Temple. Et le troisième et dernier, pour Afak Tunis, demain 15h30, espace Saint-Martin, 199 bis, rue Saint-Martin. Pour ceux qui veulent suivre la politique et les législatives tunisiennes, vous savez ce qu'il vous reste à faire en dehors de la visite du site de la radio. Merci Tarek. Merci Audrey Pronesti, merci Tarek Mami, et encore merci à Madame Benbassa, sénatrice de Paris, d'être venue nous voir. Merci. Vous allez vous représenter pour un 3e mandat ? Ah non, ça va. Non, ça y est, vous arrêtez. C'est bon. Alors encore jusqu'à 2023, si j'ai bien compté. Oui, mais j'ai encore 4 ans, laissez-moi finir ça. Très bien. Chaque chose en son temps. Et d'autres livres à sortir, d'autres écritures ? Je vous dirai quand ça sortira. Et sinon, Yannick Jadot, en tant que patron des Verts, vous trouvez que c'est un bon patron ? Avec le score aux européennes. Il s'est présenté aux élections, il a conduit sa liste, il est sorti victorieux, 13,56% n'est pas mal, même bien. Dans troisième partie de France aujourd'hui. Troisième partie de France, mais il faut être modeste et il faut continuer à labourer le terrain. Exact. Et il n'est pas le patron, à ce que je sache, de LV. Très bien. Madame Benbassa, merci beaucoup pour votre franchise. Oui. Et à très bientôt. Merci d'écouter France Maghreb 2, 18h02. Le rappel de l'actualité avant de retrouver Medjahed dans un instant pour la suite des programmes. Bonsoir. L'ouverture de la PMA à toutes les femmes. La mesure phare du projet de loi de bioéthique a été aujourd'hui votée et sous les applaudissements à l'Assemblée. La PMA élargie aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, contestée par la droite, soutenue par la majorité, par la République En Marche et par la gauche. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, table sur une adoption définitive de la réforme avant l'été prochain. Agnès Buzyn et sa collègue chargée des transports au gouvernement, Elisabeth Borne, sont ce soir à Rouen pour faire le point sur l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, alors que des responsables d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise, du PCF réclament la transparence aujourd'hui en critiquant le manque d'information de la population selon eux par les autorités sur les possibles conséquences sanitaires. L'association Robin des Bois exige de son côté une vaste enquête environnementale dans les cours d'école et dans les champs en suivant la trajectoire de l'immense nuage de fumée noire qui s'est dégagé du site industriel classé Céveso. La préfecture de Seine-Maritime ce soir annonce que le feu est totalement maîtrisé et assure aussi que l'usine Lubrizol ne stocke pas de produits radioactifs. Il y aura une cérémonie populaire dimanche après-midi à Paris à partir de 14h. La dépouille du président Chirac sera présentée aux Invalides pour que les Français puissent lui rendre un dernier hommage. Déclaration de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, et plusieurs membres du gouvernement assisteront à la cérémonie solennelle lundi à midi à l'église Saint-Sulpice. Cérémonie en présence également, précise-t-elle, de dirigeants étrangers actuellement en fonction ou qui étaient en fonction quand Jacques Chirac était au pouvoir.
Et avant la minute de silence appelée à être observée dans l'ensemble des administrations publiques et dans les écoles, collèges et lycées, lundi, jour de deuil national, les footballeurs amateurs et professionnels vont observer ce week-end, annonce faite par la FFF, un moment de recueillement en hommage à Jacques Chirac avant le coup d'envoi des rencontres. Et c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. L'attaquant star, le champion du monde Kylian Mbappé, remis d'une blessure, à faire son retour dans l'équipe pour le déplacement demain soir à Bordeaux pour le compte de la 8e journée du championnat de Ligue 1. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb